Dit le grand journal, les titres. Alkali Cissé, jugé en Arabie Saoudite, vient d'être fixé sur son sort. L'homme d'affaires a été condamné à 6 ans de prison ferme et une amende de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Les avocats d'Alkali Cissé interjettent appel. Thierno Alassane Sall tire sur Aly Ngouille Ndiaye, dur d'être à la fois juge et parti, et le ministre de l'Intérieur vient de le prouver, déplore le président du mouvement La République des Valeurs. L'appel des sinistrés de Ndartout, Guet Ndar et Gandiol pour l'accélération des travaux de construction de la digue de protection. Une centaine de familles ont quitté leur domicile en attendant que la mer se calme. Alerte météo, vent fort entre samedi et dimanche, accompagné d'une houle dangereuse. Dakar, la Grande Côte, la Casamance et la Petite Côte secouées par un vent de 40 km/h. Le déminage en Casamance, la France en fait son affaire. Une annonce de son ambassadeur Jean-Christophe Bigot effectue une tournée dans le sud du pays. Le Burkina Faso, encore une fois attaqué. Nous en parlons avec Sorna Natambay. Bonjour. Bonjour Binta Diallo. Oui, l'ambassade de France, Binta, vous l'avez dit, à Ouagadougou et l'Institut français sont la cible d'une double attaque. La première s'est produite un peu avant 10 heures. 5 hommes ont tenté de forcer l'entrée des locaux de la chancellerie. Par ailleurs, une explosion a été entendue aux alentours de l'Institut français. La situation reste confuse et l'on ignore pour le moment s'il y a des victimes. Au Togo, le dialogue politique a été suspendu après seulement 2 séances. Le pouvoir et l'opposition n'ont pas réussi à s'entendre sur le plus important, le retour à la Constitution de 1992, ce qui empêcherait Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat en 2020. Merci Sorna. Les sports, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Adjaratou Bindayalo. Les temps forts du journal des sports. Mardi prochain, à Conakry, le Orea Athletic Club accueille Génération de foot au 2e tour des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. Et vous entendrez là-dessus la réaction de l'équipe guinéenne dans son journal, l'équipe guinéenne qui reste très en confiance avant d'affronter l'équipe sénégalaise qui craint pour l'arbitrage. Mais vous entendrez les assurances du secrétaire général de Orea Athletic Club. Merci cher, et à tout à l'heure. Quel profil pour un bon ministre de l'Intérieur? Nous en parlons d'un point de vue à partir de 12h30. À suivre la chronique politique de Mamoudou Ibra Kane, la revue de presse de Georges Déthié Diop. À la technique de ce grand journal, il y a Vincent Diop. À la présentation et avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Il ne lui reste plus que quelques mois en prison, 7 plus exactement. Alkali Cissé a été jugé en Arabie Saoudite et condamné à 6 ans de prison ferme. L'homme d'affaires sénégalais doit également payer une amende de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Ses avocats, Maître Abdoulaye Tine et Hassan Diomandiaye, font face à la presse depuis tout à l'heure. En direct, Salimata Aoussek, bonjour. Bonjour Binta. Alors, Sali, Alkali Cissé, entre autres informations, a été condamné à 6 ans de prison ferme. Effectivement, Binta, jugé une première fois au Sénégal et relaxé, Alkali Cissé a été arrêté au Maroc et extradé en Arabie Saoudite où il a été jugé récemment par des faits nouveaux, notamment maraboutage et des faits contraires à l'islam. Il a été condamné à 6 ans de prison avec une amende de 1,5 milliard de francs. Alkali Cissé a déjà purgé une peine de 5 ans et demi de prison, mais selon son avocat, Maître Abdoulaye Tine, Maître Cissé pourrait recouvrer la liberté le 25 septembre 2018, mais Maître Tine précise qu'il peut même sortir avant. Alkali Cissé a fait appel avec ses avocats à la cour d'appel de la Mecque. Binta, Maître Abdoulaye Tine lance un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles réaffirment les principes de diplomatie. Maître Tine rassure, il n'y aura pas de décapitation. Il a ajouté par ailleurs que son client est malade, est très malade et qu'il souffre d'un cancer de la prostate à un stade très avancé. Alkali Cissé ne parvient pas à faire correctement ses visites médicales. Si Alkali Cissé ne fait pas
ne paye pas la totalité de la somme due, il ne rentrera pas au Sénégal, précise Hassan Diomandiaï, qui demande à l'État de l'assister. Binta, voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir en attendant de développer les autres infos qu'on a eues ici dans nos prochaines éditions. Merci Salimata Aoussek pour toutes ces informations. Retenir que Alkali Cissé est détenu depuis 2012 en Arabie Saoudite pour une affaire d'escroquerie de 2 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal est intervenu dans le dossier pour que Alkali Cissé échappe à la décapitation. Thierno Alassane Sall se prononce sur la sortie du ministre de l'Intérieur qui agite le landerneau politique. Ali Ngouille Ndiaye vient de prouver à suffisance que l'on ne peut pas être juge et partie. L'ancien ministre APR a également dénoncé les dysfonctionnements notés dans la distribution des cartes d'identité biométriques. Le président du mouvement La République des Valeurs était à Diogo pour assister à un meeting organisé par les maraîchers. Il est au micro de Cheikh Anta Diop. S'il y avait un tant soit peu de sens de responsabilité, je le dis amèrement parce que c'est un ami, mais je dois le dire tel que les choses se sont déroulées. Mais un ami qui n'a pas prouvé en l'occurrence le sens de responsabilité. Tous les Sénégalais se plaignent d'avoir pas leur carte d'identité. Et tous les Sénégalais, qui qu'ils soient, ont le même droit d'accès à la carte d'identité. Oui. Pourquoi les cartes d'identité ne sont pas délivrées à temps? Et quelles sont les mesures qu'il a prises pour que tout Sénégalais ait sa carte d'identité? C'est la moindre des choses qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. S'il n'est pas en mesure de le faire, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre d'un ministre de l'Intérieur. Au lieu que de cela, quels que soient les arguties que ces défenseurs vont nous servir, il est en train de nous dire qu'il prendra toutes les dispositions pour que ces militants et ses amis politiques puissent avoir leur carte et que le président soit réélu. C'est triste. Et quand on voit tout le cinéma organisé derrière pour les assises, tout ça, on voit que c'était que des simulacres. Parce que au lieu, il y a des choses qu'un gouvernement ne doit même pas attendre des discussions pour les régler. C'est par exemple le problème des cartes d'identité. C'est par exemple le problème de tous les dysfonctionnements constatés à l'occasion des législatives. Mais nous avons vu à travers cette révélation que Dieu l'a inspiré de faire, me semble-t-il, que ce qui s'est passé, le dialogue national, tout ça c'est des simulacres. Ce qui intéresse le gouvernement, ce qui intéresse le président et la petite équipe de fidèles qu'il a mise autour de lui, sachant qu'ils feront ce qu'il voudra, c'est d'avoir un deuxième mandat, quelles que soient les circonstances. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Une bonne nouvelle, la lycéenne de Dara Djolof enlevée a été finalement retrouvée, mais à Diourbel. Selon l'oncle de la victime, sa nièce se trouve présentement dans les locaux de la brigade des sapeurs-pompiers de Diourbel. Nous y reviendrons. Insécurité galopante à Dakar. Plus personne n'est en sécurité, que ce soit les enfants ou les adultes. Les enlèvements n'épargnent personne. De plus, le phénomène d'autostop est toujours d'actualité. Parfois, on vous propose de vous déposer, mais on ne tombe pas toujours sur la bonne personne. Reportage Adama Anouchkaba. Il peut arriver que l'on finisse le travail exténué, hâte de rentrer à la maison. Le bus tarde à venir, une voiture se gare et nous propose gentiment de nous déposer. Oui, sans arrière-pensée. Mais ce n'est pas toujours prudent, nous dit Fatou, trouvé devant un arrêt de bus. Il faut être prudent et refuser. S'il insiste, vous lui dites merci, je ne vais pas loin. Mais il y a quand même de bonnes personnes. Derrière l'arrêt de bus, une dame est en train d'essayer une paire de ballerines noires qu'elle veut probablement acheter. Ces histoires de « venez, je vous dépose », pour elle, c'est de la facilité. Mais il y a les taxis, il y a les bus. Il faut apprendre à être autonome et à être très prudent. Parfois, ce sont les passagers eux-mêmes qui demandent aux particuliers de les déposer. Pour Moussa, ce sont uniquement les femmes. Oui, les filles qui aiment la facilité, aiment l'argent. Tu me vois comme ça, le gars, il est bien habillé. Parce que le gars n'a rien. Dans la vie, il ne faut pas avoir confiance en quelqu'un qui ne se connaît pas. Comme pour étayer ce qu'il dit, son ami à côté confirme par cette anecdote. Je m'arrête pour répondre au téléphone. Une dame ou bien une jeune fille vient, il ouvre ma porte, il rentre comme ça. J'étais une autre personne m'a interpellé. Ça va lui coûter cher. Ce sont les filles qui s'enlèvent elles-mêmes. Vous les filles là, il faut se méfier des voitures, surtout les voitures teintées là, les villes teintées. Il faut se méfier de ça. Toutes ces personnes que nous avons interrogées sont des parents. Ils s'en font pour leur propre sécurité, mais encore plus pour celle de leurs enfants qui font l'objet d'enlèvements par ces temps qui courent. Ils ont perdu le sommeil, les sinistrés de Guet-Ndar, de Ndartout et Gandiol. Ils n'en peuvent plus d'être souvent agressés par l'océan. Une centaine de familles obligées de quitter leur domicile à cause de la furie de la mer
appelle à la construction urgente de la digue de protection. L'appel de Mohamed Nabissila. Plus d'une centaine de familles dans la langue de Barbarie restent encore dans le désarroi à cause de l'avancée de la mer qui a détruit en 2 jours des maisons à Guet-Ndar, Ndartou et Gandiol. Il y a plusieurs familles aujourd'hui qui sont sinistrées, qui ne vont même pas dormir chez eux. Et c'est pratiquement une centaine de familles cumulées sur la langue de Barbarie. Et vous savez, c'est vraiment difficile car beaucoup de nos bagages se sont éparpillés. Nous souhaitons vraiment être aidés. Il y a eu même des blessés à cause de l'avancée de la mer. Il va falloir que l'État accélère les décisions prises pour protéger la langue de Barbarie. Nous sommes vraiment dans le désarroi. Au lendemain d'une nuit difficile, le constat est malheureux sur place pour les populations qui souhaitent être aidées. À chaque fois, la mer gagne plus de 5, 7 voire 10 mètres sur la langue de Barbarie. Il va falloir que les travaux de construction de la digue s'accélèrent. Sinon, la langue va disparaître. Aujourd'hui, ceux qui avaient été dégagés à cause de l'avancée de la mer sont toujours sous les tentes là-bas. Ils ne sont même pas encore bien logés. A fortiori, les centaines de familles qui sont toujours menacées. Les populations souhaitent aujourd'hui l'accélération des travaux de construction de la digue de protection avec une priorité sur les zones sinistrées. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Samedi et dimanche, secoué par un vent fort, un vent pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h. Une alerte météo qui concerne Dakar, la Grande Côte, la Casamance et la Petite Côte. Il y aura également à partir de ce soir une houle dangereuse jusqu'à demain à 10h. Et nous reparlons de la disparition d'enfants au Sénégal. À quand un plan d'alerte? Le directeur de la promotion des droits de l'enfant se dit favorable à un tel dispositif. Nyokhobaye Diouf promet d'élaborer des termes de référence pour les soumettre à sa tutelle. Plus de précision avec Anna Rocha. On a l'impression que rien n'existe encore dans ce pays, confie en off une voix autorisée. Pourtant, depuis 2 ans, un plan de contingence est mis sur pied. Il n'est utilisé qu'en cas d'urgence. Le directeur de la promotion des droits de l'enfant est conscient que le contexte actuel requiert bien plus. Nyokhobaye Diouf est pour la mise en place d'un plan alerte enlèvement au Sénégal. Nous avions envisagé quelque chose de similaire, mais c'est un plan de contingence pour faire face à des situations d'urgence. Parce que par le passé, on avait remarqué qu'il y avait des cas d'inondation, des cas de calamité, etc., où les enfants n'étaient pas pris en compte. Et là, on avait pensé développer une stratégie spécifique par rapport aux enfants. Mais là, c'est un phénomène qui nous surprend, qu'il faudrait peut-être ou bien l'inclure dans le plan de contingence comme un volet spécifique ou carrément attaquer cette question-là, qui constitue une préoccupation aujourd'hui pour le gouvernement du Sénégal. Même si le plan de contingence a donné quelques résultats, ce qu'il nous faut, c'est une stratégie nationale de surveillance des enfants et au-delà, un service spécialisé. Nyokhobaye Diouf promet de s'y atteler dès à présent. Nous allons élaborer des termes de référence, les soumettre d'abord à notre autorité de tutelle, le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant. Il va, avec ses collègues de la justice, du ministère de l'Intérieur, de l'action sociale, développer peut-être un cadre de coordination, de pilotage et de suivi. C'est extrêmement important dans le contexte que nous vivons actuellement. Le plan alerte enlèvement permet d'envoyer de façon massive à la population un message qui signale l'enlèvement ou la disparition d'un enfant le plus rapidement possible. En France, ce dispositif existe depuis 2005 avec parfois une efficacité prouvée en quelques heures et c'est le procureur lui-même qui prend les devants. Mais au Sénégal, la réactivité des autorités face à pareille situation laisse encore à désirer. Les étudiants en mouvement sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar où les activités sont perturbées, la circulation également. En plus, l'hôpital Fann se situe dans cette artère. Pour s'y rendre, c'est également la Croix et la Bannière. Reportage Nafissatou Silla. Jet de pierre des étudiants au tir de lacrymogène des forces de l'ordre. Les quelques commerces situés à hauteur de l'université Cheikh Anta Diop en pâtissent des accrochages récurrents qui leur portent préjudice. La Had Cissé, marchand ambulant. Quand les affrontements commencent, on est obligé de quitter les lieux. On file les jets de pierre ou encore les gaz lacrymogènes. Certains commerçants ou même passants tombent en syncope. C'est difficile. On essaie de se réfugier
évacués quelquefois au camp Jérémy jusqu'à ce que la confrontation étudiant-policier cesse. Mais les étudiants bloquent constamment la circulation, ça il faut le dire. Les automobilistes aussi sont souvent obligés de se garer quelque part ou font des déviations. Paploum, chauffeur de transport en commun. On est obligé souvent d'attendre que les étudiants terminent leur manifestation pour qu'on reprenne la circulation. Et souvent, on est même obligé de faire descendre les clients à l'école normale. L'hôpital Fann, juste à quelques mètres de ces heures, reçoit des centaines de patients par jour. Cette infirmière venue accompagner une malade jusqu'à la porte de l'hôpital et qui préfère garder l'anonymat nous confie que ces confrontations causent souvent des embouteillages et rend l'accès à l'hôpital difficile. Le travail, quand vous venez, vous êtes en retard des fois, les gens ne comprennent pas, vous aussi, et c'est franchement difficile quand ils sont en grève. Je descends au niveau de l'école normale et je marche le reste. Et les malades et les accompagnants aussi, parce que si vous recevez un malade, moi je suis dans une unité où on hospitalise les gens. Vous êtes franchement, quand on les demande, ils disent que c'est les étudiants qui ont mobilisé la circulation. Ces affrontements entre étudiants et forces de l'ordre sont perçus comme un moyen de pression en faveur des étudiants. Tous ceux qui sont interpellés par rapport à cette situation souhaitent vivement une alternative autre pour éviter ces confrontations et ses conséquences. La France, elle, s'engage à porter le plaidoyer en faveur du déminage en Casamance. Un appel international, bien sûr, a dit son ambassadeur. Christophe Bigot, en tournée dans le Sud, a également annoncé des contrats entre Paris et Dakar pour promouvoir la destination touristique en Casamance, où nous retrouvons Lamine Ba. Il y a un an, l'ambassadeur de France en visite dans le sud du pays déclarait que la Casamance était redevenue une destination très fréquentable. Rien n'a varié de ce point de vue un an après, malgré les récents événements tragiques de Bofa et l'épisode du viol supposé des touristes espagnols. Son Excellence Christophe Bigot. Absolument. Je n'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Les zones touristiques ne sont nullement déconseillées aux visiteurs. Je souhaite que les opérateurs, les hôtels, les restaurants continuent leur mobilisation à ce sujet pour justement développer la destination Casamance. D'ailleurs, Paris et Dakar comptent travailler sur l'élaboration d'un nouveau contrat qui vise à promouvoir la destination Casamance. Le ministre du Tourisme, avec qui je me suis entretenu, doit se rendre en France en mars, donc ce mois-ci, et avec lui nous voulons travailler sur ce qu'on appelle la destination, le contrat de destination Casamance, à promouvoir les savoir-faire et la culture locale. Pour ce qui s'agit du volet déminage, le diplomate reconnaît que les zones suspectées encore minées sont nombreuses. C'est pourquoi son pays va œuvrer à impulser une coalition internationale en faveur de la relance du déminage en Casamance, a-t-il annoncé. Je pense à l'Italie, je pense aux États-Unis, je pense au Canada, à la Norvège, la Suède, l'Afrique du Sud. Il faut regarder effectivement qu'est-ce qui permettrait de manière globale de relancer ce sujet. C'est important très clairement de trouver les ressources. C'est un effort collectif pour pouvoir continuer. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de zones où on suspecte la présence de mines. Christophe Bigot poursuit sa visite dans le sud du pays. Après Sédhiou et Kolda, le diplomate a visité des sites qui restent à déminer ici à Ziguinchor. Il a aussi rencontré les autorités administratives locales et les opérateurs touristiques de la zone. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue sur Nana Tambaye. Merci Binta. Burkina Faso qui a été encore une fois attaqué, une double attaque d'ailleurs qui a visé l'ambassade de France et l'Institut français. Alors Binta, selon plusieurs médias français, la première attaque a visé les locaux de la chancellerie un peu avant 10 heures. 5 hommes armés auraient tenté d'y pénétrer mais sans y parvenir. Il y a eu ensuite des échanges de tirs entre les assaillants et les gendarmes burkinabés chargés de protéger l'ambassade. À quelques minutes d'intervalle, un second raid s'est produit à 1 kilomètre du premier. Une violente explosion a été entendue par des témoins et l'Institut français est à quelques encablures ainsi que le siège de l'état-major. D'autres témoins déclarent avoir vu des hommes qui ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade. La police nationale burkinabé a sorti un communiqué pour sensibiliser les populations. Selon le texte, une attaque armée est en cours dans la capitale. Les populations sont appelées à éviter les alentours de la primature et du rond-point des Nations Unies. Pour l'instant,
l'instant, on ignore s'il y a des victimes parce que la situation reste confuse. Nous suivons la situation de très près. Sorna Natambaye. Au Nigeria à présent, 4 travailleurs humanitaires ont été assassinés dans le nord-est. Et c'est une porte-parole de l'ONU qui donne l'information. La dame précise que l'attaque s'est produite hier soir dans une ville reculée. Parmi les victimes figurent 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. La 4e victime n'est pas encore identifiée. Un autre travailleur humanitaire est porté disparu. L'attaque qui s'est produite à l'extérieur d'un camp de déplacés près d'une base de l'armée visait les soldats. 8 militaires ont d'ailleurs été tués. Mali, grande réunion aujourd'hui à Gao autour de la sécurité dans la région. Les différentes communautés établies dans la zone vont surtout discuter des mesures d'apaisement. Depuis plusieurs semaines, il y a une forte tension entre ces communautés, mais aussi des problèmes d'insécurité. Mercredi dernier, un garde du tribunal a été tué. Les détails avec Ndaïfatouli. Les jeunes de Gao réclament le départ des groupes armés. Pour eux, pas de doute, les armes sont la cause de l'insécurité qui ronge la ville. Djibril Diallo, chef d'état-major adjoint de la plateforme de Gao, comprend leur colère. Mais pour lui, au contraire, les groupes armés ont pour rôle de protéger les populations et d'apaiser les tensions communautaires. Toutefois, selon le chef d'état-major, ces groupes armés, sous la conduite et la collaboration des forces armées et de sécurité, vont essayer de patrouiller dans la ville de Gao. Ceci pour contrôler tout véhicule étranger qui rentre à Gao parce qu'il y a eu une infiltration à l'intérieur de Gao. Issa Bonkana Touré, président de la Fédération des organisations de la société civile de Gao, affirme que lui et ses membres vont demander que ces groupes armés sortent de la ville. Selon lui, les mouvements armés ne peuvent pas protéger la population. Togo, après seulement 2 rencontres, le dialogue est suspendu. Le pouvoir et l'opposition ne se sont pas entendus sur le point le plus important, le retour à la Constitution de 1992. L'opposition écarte toute possibilité pour Faure Gnassingbé de se représenter en 2020, donc pas de 4e mandat. En dehors de cela, les autres mesures d'apaisement n'ont pas été exécutées. Des personnes sont toujours en détention. Le médiateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, a été averti de la suspension. Le parti au pouvoir et le gouvernement n'ont pas fait de déclaration sur le principal point de divergence. Alors Binta, nous avons réussi à joindre un journaliste burkinabé, Eli Kaboré. Alors si l'élément est en place, nous allons l'écouter. Sinon Binta, ce sera certainement dans le journal de 13h. Oui, il est en place, nous fait signe Georges Diop. Eli Kaboré, voilà, que nous allons essayer d'écouter, qui nous parle de la situation actuellement à Ouagadougou. Ouagadougou qui est victime de plusieurs attaques, selon des médias français. Eli Kaboré, que nous écoutons. Tout a commencé ici vers 10h du matin, 10h temps universel, par une forte détonation. La population a paniqué, les gens couraient de partout, parce que la ville de Ouaga quand même est habituée aux attaques terroristes. On a connu 2 attaques en moins d'un an. Et ça a paniqué quand même les gens. Et au fur et à mesure que les informations nous parvenaient, on nous a fait comprendre que c'est la zone de l'ambassade de France, non loin du Premier ministère, où il y a eu une forte détonation suivie de tirs. Ensuite, l'état-major général des armées, le siège qui se trouve aussi à côté de l'Institut français, a connu une attaque avec des tirs. Donc maintenant, il est 12h, la situation s'est beaucoup calmée. Et les informations qu'on reçoit, c'est que les forces de sécurité et de défense ont pris en assaut toutes ces zones qui ont été sécurisées. Toutes les zones qui ont été attaquées là ont été fortement sécurisées. Des ambulances partent pour secourir seulement les blessés. On n'a pas de bilan exact à l'heure actuelle, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les zones qui ont été attaquées, a été attaquées, ont été sécurisées et pris d'assaut par les militaires burkinabés. Donc, c'était Eli Kaboré, un confrère Binta Diallo, Eli Kaboré, journaliste au Burkina Faso, qui nous parlait de la situation qui prévaut actuellement. Eli Kaboré, que nous remercions infiniment. Merci, Sorna Natambaye. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure. Quel profil pour un bon ministre de l'Intérieur? Nous en parlerons avec professeur Ousmane Sen, directeur du WARC, et Valdiodio Ndiaye, spécialiste en élections, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections au Sénégal. RFM Sport.
Rebonjour cher. Rebonjour Adjaratou Diallo. Coupe africaine des clubs Oroya AC se veut confiant avant de jouer Génération Foot. Ce sera pour le compte du deuxième tour des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. Mardi prochain, l'équipe guinéenne qui accueille Génération Foot, l'équipe championne du Sénégal. Le représentant guinéen qui a souvent éliminé les formations sénégalaises compte rééditer le coup sur le Thiam. Habitué de la Ligue africaine des champions, le Oroya AC est en pleine préparation pour la double confrontation contre Génération Foot. Pour l'heure, les dirigeants de ce club guinéen ne sont nullement inquiétés par leur adversaire. Madi Kaba est le secrétaire général de Oroya AC. Nous nous préparons bien le match contre Génération Foot et sur tous les plans. Nous avons un staff technique performant et les joueurs aussi sont des joueurs corsés et je pense que tout ira bien. Une équipe guinéenne devenue la bête noire des clubs sénégalais. Te rappelle, le Oroya AC a éliminé 2 fois de suite 2 clubs sénégalais. Seulement cette fois-ci, le portier de Oroya AC, Hadim Ndiaye, et ses coéquipiers auront en face une équipe qui donne bonne impression dans le championnat sénégalais. Et selon Madi Kaba, ils en sont conscients. Nous avons un grand respect pour le club en considérant ton parcours que nous jugeons élogieux. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que tout match a son contexte. 2016 avec son contexte, 2017 avec son contexte, 2018 aussi a son contexte. Génération Foot dans le championnat sénégalais tient la tête et l'Oroya aussi en Guinée tient la tête. L'Oroya misera sur sa compétence, sa performance du jeu. Comme le dirait l'autre, il n'y a jamais eu 203. Pour ce qui est de l'arbitrage, pas d'inquiétude, affirme le secrétaire général de Oroya AC, car l'impartialité sera de mise. À un tel niveau de la compétition, l'arbitrage sera totalement impartial et nous allons jouer au ballon et le meilleur gagnera. Des arbitres issus du Maghreb vont officier lors de la manche aller prévue le 6 mars à Conakry. Notez que la manche retour est prévue 10 jours après à Dakar entre Génération Foot et le Oroya Athletic Club. Notez que dans ce club, il joue 2 Sénégalais, notamment le portier de l'équipe nationale du Sénégal, Khadim Ndiaye, et l'arrière gauche, Pape Amadou Touré, qui a joué sous les couleurs d'AS Pikine et du Giraffe de la Médina. Début aujourd'hui, cher, de la 28e journée de la Ligue 1 en France. À 18h, Lille, mal en point, avant-dernier au classement, se déplace à Nice. AS Monaco, dauphin du Paris Saint-Germain, croise à partir de 19h45 les journées de Bordeaux. En Allemagne aussi, on est à la 25e journée, en match avancé donc de cette journée. Ce soir à partir de 19h30, le Borussia Mönchengladbach va affronter le Werder Bremen. Adjaratou Diallo, c'est bien fini cette partie. Merci beaucoup, cher. RFM, la chronique du jour. La chronique politique du vendredi, Mamoudou Ibra Kane se penche sur la sortie jugée malheureuse du ministre de l'Intérieur. On peut savoir ses versets et voir sa langue lui fourcher. Paraphrase d'une des toutes premières phrases racontant la mésaventure de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique savait certainement lui aussi ses versets en s'exprimant à l'émission Carte sur table de la 2STV. Simplement, Aly Ngouille Ndiaye s'est mépris en déclarant tout de go avoir la ferme intention de travailler pour que le président Macky Sall gagne au premier tour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, d'abord, poursuit le ministre, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall. Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leur carte d'électeur et je les aiderai à aller voter pour Macky Sall. Fin de citation. Les caméras ont dû trembler. La mission numéro 1 du ministre de l'Intérieur n'est pas de travailler pour faire gagner le président sortant, quand bien même celui-ci serait son candidat. Sa mission bien comprise est de réussir une bonne organisation de la prochaine élection présidentielle, tout ce qui a fait défaut lors des élections législatives du 30 juillet 2017. La langue du ministre a donc glissé. Aly Ngouille Ndiaye mérite-t-il la sanction infligée par Thierno à Samba Diallo? Seul son Thierno à lui, le président de la République, peut répondre à cette question. Qu'il le félicite dans une autre circonstance, en dépit de sa glissade langagière, pour ne pas dire son lapsus lingué, ou lapsus calami, c'est selon, quoi de plus normal? Il ne faut tout de même pas attendre du chef de l'État qu'il lâche ou lynche
son collaborateur pris dans une tempête politico-médiatique qui menace sa sécurité de ministre de la Sécurité publique. Ce serait le noyer tout bonnement. Il aurait violé la règle élémentaire de la solidarité gouvernementale dont il est le garant ou gardien en sa qualité de vrai chef du gouvernement au regard de la nature de notre régime politique. Aly Ngouille Ndiaye que l'opposition Mamoudou Ibra Kane ne rate pas. L'opposition est dans son rôle. On ne peut pas lui faire le reproche non plus de mettre la pression sur le président de la République et son ministre. La faute attribuée au ministre de l'Intérieur est une aubaine pour les opposants, notamment les candidats déjà déclarés et dont l'ambition est de réaliser une nouvelle alternance à la tête de l'État. Pour eux, l'argument de l'appartenance au parti présidentiel, donc que le ministre s'exprimait en tant que membre de l'APR, n'excuse pas la méprise du ministre. Eux qui pensent que M. Aly Ngouille Ndiaye n'a fait que passer aux aveux en disant tout haut ce que d'aucuns penseraient tout bas du côté du pouvoir. Cependant, il faut en toute chose savoir raison garder. On peut flétrir les propos à polémique de l'actuel ministre de l'Intérieur, mais on doit, bien qu'étant un opposant, lui reconnaître sa pondération et sa démarche inclusive affichée depuis sa nomination à l'égard de tous les acteurs du processus électoral. Dommage pour lui d'avoir commis une erreur politique qui risque de lui être fatale. Une faute qui tombe au mauvais moment. Le fichier électoral vient d'être jugé fiable par des auditeurs étrangers, quoique nous soyons réservés sur l'idée de demander à des experts internationaux de faire le job. Nous traînons le grand complexe de croire qu'un national ne peut être ni compétent, encore moins indépendant. L'erreur du ministre Ndiaye arrive aussi au mauvais moment après son acte de sanction à l'encontre du policier gifleur, salué par l'opinion, même si, là également, il faut se garder d'affaiblir la police face à l'indiscipline notoire de bon nombre d'entre nous. Que faire devant la sortie malencontreuse du ministre Aly Ngouille? La sagesse recommanderait non pas de le démettre ou qu'il démissionne nécessairement, mais de trouver la médiane qui consisterait à confier l'organisation des élections à une personnalité consensuelle et non partisane. Le Sénégal a déjà fait l'expérience d'un ministre ou d'une structure neutre pour organiser les élections, et bien lui en a pris. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a mieux à faire que de s'occuper de la petite parenthèse d'une élection. Les égorgements et viols d'enfants auxquels on assiste, ajoutés à toutes les autres menaces sécuritaires, plaident en faveur d'un locataire de Place Washington débarrassé de l'encombrante charge d'organisation des élections, quelle que puisse être leur importance. Aly Ngouille Ndiaye savait son verset, disions-nous. Un ministre de l'Intérieur disait le siècle dernier: le rôle d'un ministre de l'Intérieur, s'efforcer de tout savoir et savoir en tout cas tout taire de ce que l'on sait. Un autre d'ajouter: le ministre de l'Intérieur, c'est la femme de ménage du gouvernement. Comprenne qui pourra. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Déthié Diop. De l'ingérence. Oui, Banjul fait dans l'ingérence. Selon l'Observateur, le ministre gambien du Tourisme s'attaque au Sénégal devant Mbagnick Ndiaye. Le journal rapporte que le réquisitoire de Amatba a été sans appel lors de la journée d'intégration entre le Sénégal et la Gambie à Karang. Il a fustigé le comportement du peuple sénégalais qui, d'après lui, passe tout son temps à parler et à faire de la politique. Bref, Amatba a qualifié la classe politique de beaux parleurs. Vox Populi se fait l'écho de ses propos selon lesquels
Au Sénégal, on ne respecte pas les Sénégalais. Les autorités sont toujours à la radio pour parler au lieu de travailler. Vox Populi en déduit qu'un ministre gambien offense les autorités du Sénégal. Selon mon confrère, Amatba a insulté les hommes politiques sénégalais et traité les douaniers de corrompus. Les propos qui ne vont pas plaire aux douaniers sont à la première page de Vox Pop. J'ai pris une voiture et une fois à la douane du Sénégal, j'ai vu des choses horribles là-bas. Nous avons bien cité Amatba et pendant que le ministre gambien du tourisme s'en prenait aux Sénégalais, le président turc poursuivait sa visite officielle au Sénégal et son programme d'hier a été marqué par la signature d'accords et une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais Macky Sall. Le quotidien LAS met en exergue l'accord sur les hydrocarbures obtenus par Erdogan, ce qui, selon LAS, laisse entrevoir une entrée prochaine des Turcs dans ce secteur qui deviendra bientôt un fleuron de l'économie sénégalaise. Comme LAS, Le Soleil parle des ententes entre le Sénégal et la Turquie. Le quotidien gouvernemental fait état d'accords sur le tourisme, les chemins de fer et une lettre d'intention sur les hydrocarbures. Le Soleil indique aussi et surtout que Dakar et Ankara veulent porter le volume de leurs échanges commerciaux à 215 milliards de francs CFA. C'est en tous les cas l'objectif que les deux chefs d'État, Erdogan et Macky Sall, se sont fixés lors du point de presse. Et lors de cette rencontre avec les journalistes, l'Observateur, qui parle de 28 accords signés avec le Sénégal, a plus retenu le discours guerrier de Erdogan. Quelques passages à la page de titre de l'Observateur. Notre culture et notre morale, ce n'est pas d'exploiter les Africains. 5 pays seulement ne doivent pas décider du destin du monde. Nous allons poursuivre la lutte contre le réseau de Fethullah Gülen. La lutte contre Fethullah Gülen, justement, elle a été à l'origine de la fermeture des écoles Yavuz Selim. Le quotidien parle d'enterrement de Yavuz Selim et de promotion de Marif. Et quand Erdogan de Dakar dit sa satisfaction suite à la décision de l'État du Sénégal de fermer les écoles Yavuz Selim, le quotidien fait une titraille quelque peu cocasse en se fondant sur le nom du prédicateur turc accusé d'être derrière le coup d'État manqué en Turquie en 2016. Ça sonne comme du Wolof et tout y est. Erdogan de Gülen à Dakar. Recep Tayyip Erdogan confie que la Turquie n'oubliera jamais la décision sénégalaise de fermer les écoles Yavuz Selim et qu'ils vont former des générations de patriotes à travers Marif. À son arrivée à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, mercredi soir, le président turc s'est permis de railler le Sénégal. C'est à propos de la pléthore de ministres de Macky Sall. Les Échos rapportent que, fatigué de saluer la longue file de ministres que lui présentait Macky Sall, Erdogan s'est arrêté un moment pour interpeller le chef de l'État sur la taille du gouvernement. Réponse de Macky Sall, ils sont 39. Réaction de Erdogan, Machallah, tu as beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup d'enfants, répond le chef de l'État. Conséquence, la cloche affirme que les enfants de Macky amuse Erdogan. Et l'on reparle de la polémique qui entoure la fiabilité au nom du fichier électoral et la sortie de Ali Ngouille. L'expert électoral Ndiaga Sylla réagit dans Source A. Selon lui, Ali Ngouille ne peut pas truquer des élections et dire qu'il y a possibilité de faire prospérer la fraude au Sénégal relève d'une hérésie qui ne dit pas son nom. Ndiaga Sylla déclare aussi dans Source A que certaines suspicions, quoique légitimes, ne devraient pas empêcher les deux camps d'avoir confiance en notre système électoral qui, à moult reprises, a démontré la preuve de sa performance à garantir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Dans Direct Info, c'est le leader du grand parti qui parle de la présidentielle de 2019, de l'agriculture, l'émergence du Sénégal, entre autres sujets. Malick Gakou déclare avoir un bon profil, le profil adéquat pour l'emploi. Évoquons pour terminer la psychose des enlèvements qui, selon Vox Populi, s'accentue. Une lycéenne de 15 ans enlevée à Dara, un bébé de 15 jours échappe au rapt. À Kaolack, à vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Ils sont en ligne, professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, Waljo Ndiaye également en ligne, spécialiste en élections, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections au Sénégal. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour. Alors, nous démarrons avec professeur Ousmane Sène. Professeur, depuis Abdoulaye Daouda Diallo, le ministère de l'Intérieur cristallise toute l'attention de l'opposition. Ce sont les politiques à la tête de ce département qui posent problème. Apparemment, quel est le profil adéquat pour être un bon ministre de l'Intérieur au Sénégal? Le profil
Le réseau s'en va, professeur. Vous allez vous déplacer un peu? Oui. Ça va, c'est mieux là? Oui, c'est mieux, oui. Le profil adéquat, c'est toute personne qui est choisie pour exercer la charge jusqu'à ce qu'il fasse la démonstration et donne la preuve de son incompétence. Ce que dit Ali Ngouille Ndiaye, ce qu'il a dit, c'est ce que tout ministre a toujours fait. Et ça, je répète ce que je dis. Ce qu'Ali Ngouille Ndiaye a dit, il ne faut pas se mettre martel en tête. C'est ce que tous les ministres font et ce que tous les ministres de l'Intérieur du Sénégal ont fait. Tu votes. Est-ce que vous voulez dire par là, professeur, que Ali Ngouille Ndiaye est un bon ministre de l'Intérieur? Non, je veux dire tout simplement que ce que Ali Ngouille Ndiaye a dit n'est pas suffisant pour le pénaliser et dire qu'il ne peut pas être ministre de l'Intérieur. Il peut l'être. Ce qu'il a dit, c'est ce que tout le monde fait et ce que personne ne dit. C'est aussi simple que ça. Tout ministre qui est politique, une fois qu'il a voté, va encourager ses camarades de parti à aller voter. S'ils n'ont pas les moyens, ils leur prennent des ndiagandiaï. S'ils ne peuvent pas manger, ils leur prennent des sandwichs. Et s'ils ne peuvent pas avoir le thé, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Cette cristallisation autour de qui doit être ministre de l'Intérieur, cette cristallisation autour du fichier électoral. Je vous rappelle que ça fait 20 ans que le landerneau politique sénégalais se déchire autour d'un fichier électoral. Et je ne serais pas surpris d'entendre un responsable politique demain dire ces Allemands qui ont dit que notre fichier électoral est dans l'ensemble bon, ils ont été soudoyés par quelqu'un. Il est impossible de s'entendre autour de ça depuis 20 ans pour des gens qui sont censés construire le Sénégal. Il y a problème. Oui, il y a problème. Nous avons quand même connu à la tête du ministère de l'Intérieur des personnalités neutres, des généraux pour ne pas les citer. Est-ce que, ils ont mieux fait que les politiques qui se sont succédés à la tête du département de l'Intérieur, Valdiodio Ndiaye, ou selon vous, quel devrait être le profil adéquat pour un chef à la tête du ministère de l'Intérieur? Merci. Moi, je pense que d'abord, je vais commencer là où le professeur a terminé, c'est-à-dire rebondir sur ça d'abord. C'est-à-dire, M. Ali Ngouille Ndiaye a dit tout haut ce que pensaient tout bas tous les autres ministres de l'Intérieur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le bon profil pour être ministre de l'Intérieur, en mon sens, toujours c'est un débat récurrent qui revient. C'est quelqu'un qui est adossé sur les principes républicains et capable de gérer le processus électoral dans une posture intégrale de neutralité. Et moi, à partir de ce postulat-là, je pense que si on observe, attendons de voir ce que M. Ali Ngouille Ndiaye va faire, mais et ça doit susciter dans le fond une autre réflexion. Aujourd'hui, quelles sont les réformes? Quelle est la réforme clé à faire pour que définitivement on termine cette affaire de ministre de l'Intérieur, etc. Moi, à mon sens, il faudrait réfléchir. Et nous, par exemple, moi, je disais que pourquoi pas, par exemple, aller dans le sens d'une création d'un département, d'une délégation générale aux élections, en lui donnant toutes les prérogatives. Oui, là, vous parlez de... Il gère le fichier, il gère le fichier, il gère les opérations électorales, et on l'extrait du ministère de l'Intérieur. Comme ce qui a été déjà fait en 2012? Non, ça avec n'a pas le été ministère... fait en 2012 parce qu'en 2012, il y avait quand même quelques limites avec le ministère chargé des élections. Néanmoins, c'était bien en 2012, mais il y avait quelques limites parce que aussi il y a les prérogatives par rapport à la DAF qui sont pas tout à fait claires. La DAF dépend de qui, du etc. ministère de l'Intérieur. Mais alors que si on fait l'externalisation de cette question-là, définitivement, on procède à une réforme et on boucle cette affaire-là. Oui, absolument. Nous allons y revenir par rapport aux solutions que vous préconisez au Valdiodio Ndiaye. Vous avez également dit que le bon profil pour être un bon ministre de l'Intérieur doit être adossé sur les principes républicains. Est-ce que, au-delà de la coloration politique, professeur Ousmane Sène, le caractère républicain, le sens de l'État ne devrait pas prendre le dessus sur toute autre considération? Absolument. Et il y a une question qui s'adosse à ça. Toutes les fois qu'il y a eu des élections, faisons le compte
qui a été au ministère, est-ce qu'ils ont été battus ou ils ont été gagnés, ou ils ont gagné? Faisons ce décompte pour voir. Je vous donne un autre exemple. Aux îles du Cap-Vert, celui qui est ministre de l'Intérieur appartient au parti au pouvoir. Aux États-Unis de même, en Angleterre de même, en France de même. Pourquoi le Sénégal devrait-il faire exception et dire que je vais prendre quelqu'un qui ne fait pas de la politique pour faire le ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que les politiques ne se font pas confiance au point de vouloir absolument remettre en doute tout? Il y a de la mauvaise foi dans ça. Et je répète ce que je dis. Ces spécialistes allemands qui sont venus, il y aura qui vont dire, oui, mais on a dit les sucrés pour qu'ils disent ça. Mais on dit la vérité, je crois. Pourquoi les politiques, de tous partis confondus, ne prendraient-ils pas une semaine ou deux, qu'ils se retirent à Sali et ensemble le fichier électoral pour qu'enfin nous, Sénégalais, on puisse respirer et qu'on ne nous parle plus de ça? Il y a un échec. Ça fait 20 ans de ce et ils n'ont rien trouvé de solution pendant 20 ans. On peut se poser la question. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont capables de nous mener vers le développement? De cette question aussi simple, aussi banale, pendant 20 ans, il leur est impossible de régler ça. Là, oui, c'est-à-dire que, professeur, vous avez dit est-ce qu'ils ne peuvent pas se retirer à Sali pour en discuter? Là, vous posez le problème de la concertation, Valdiodio Ndiaye. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même ouvrir des concertations inclusives entre les différents acteurs pour déboucher enfin sur une personnalité consensuelle au niveau du département de l'Intérieur? Vous savez, au Sénégal, ce qui se passe avec nos hommes politiques, c'est qu'ils confondent tactique et stratégie. Et quand on les observe dans les actes qu'ils posent, ils confondent totalement, et ce que M. Sen a dit tout à l'heure, c'est absolument vrai. C'est-à-dire, demain, X devient président de la République, Y se retrouve à l'opposition, on va encore ressasser les mêmes accusations. Et parce que justement, eux, ils en font une tactique, une stratégie, alors que ce n'est pas une stratégie. C'est-à-dire, il faudrait aujourd'hui, il y a une nécessité, franchement. Moi, je ne sais pas, il faut que les forces vives de la nation se retrouvent autour de cette question. Et que définitivement, on mette de côté cette affaire-là. Parce que vous savez, nous avons l'un des systèmes électoraux, je le dis en connaissance de cause par rapport à l'expérience que j'ai à travers les élections en Afrique. Nous avons l'un des systèmes électoraux les plus fiables en Afrique. Il faut essayer de faire l'analyse comparative. Vous allez vous rendre compte que l'administration aujourd'hui électorale que nous avons, les fonctionnaires qui gèrent fondamentalement les élections ne peuvent pas franchir certains Rubicons. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le véritable débat des hommes politiques, ce n'est pas des histoires de fraude qui est totalement dépassé dans le fond. Aujourd'hui, c'est programme contre programme. Qu'est-ce qu'ils proposent aux Sénégalais? Et généralement, le débat est tout le temps dévoyé. Au lieu de proposer des choses concrètes aux Sénégalais, des solutions crédibles, alternatives, pour un développement du Sénégal, c'est-à-dire on joue sur l'indice de perception des Sénégalais en les manipulant sur des tentatives de fraude, créer un système de tension fictif. C'est ce qu'on appelle, Valdiodio Ndiaye, que nous allons retrouver bien sûr à 13h de la politique politicienne. Nous terminons avec professeur Ousmane Sen. Au Sénégal, on nous accuse de vouloir faire de parler beaucoup trop de politique. Juste hier ou avant-hier, on nous a taxé de l'autre côté de quand même faire beaucoup de politique et de ne pas travailler. Je vais vous dire une chose. Ce ministre gambien, si je l'avais devant moi, j'allais lui serrer les mains et j'allais lui donner mes deux mains. Ce qu'il a dit, que personne ne dise que c'est un incident diplomatique. C'est pas un incident diplomatique. C'est un cousin, c'est un frère, il a parfaitement raison. Ça parle trop au Sénégal et ça fait peu. Et ceux qui parlent le plus, c'est ceux-là à qui on a fait confiance, à qui on a donné des responsabilités et qui ont eu comme résultat zéro. Ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui sont dans la politique et qui sont incapables de faire même voter leur propre famille pour leur cause. Il y en a assez, c'est trop. Il faut que les politiciens orientent dans le sens qu'ils puissent nous faire, je dirais même pas émerger pour ne pas être dans un côté, mais dans un sens qu'ils puissent nous faire aller de là. Dire que ça c'est bon quand c'est bon et critiquer vertement quand il le faut. Mais parler et de critiquer
Et pas assez, on parle beaucoup. On parle beaucoup, absolument, professeur, que nous allons retrouver dans un instant dans le journal de 13h. C'est la fin de ce journal. On va rappeler les titres. Alkali Cissé, jugé en Arabie Saoudite, vient d'être fixé sur son sort. L'homme d'affaires sénégalais condamné à 6 ans de prison ferme et une amende de plus d'1,5 milliard de francs CFA à payer. Les avocats d'Alkali Cissé interjettent appel. Thierno Alassane Sall tire sur Ali Ngouille Ndiaye, dur d'être à la fois juge et parti, et le ministre de l'Intérieur vient de le prouver, déplore le président du mouvement La République des Valeurs. L'appel des sinistrés de Ndartout, Guet-Ndar et Gandiol pour l'accélération des travaux de construction de la digue de protection. Une centaine de familles ont quitté leur domicile en attendant que la mer se calme. Alerte météo, la mer se fâche ici. Vent fort entre samedi et dimanche accompagné d'une houle dangereuse. Dakar, la Grande Côte, la Casamance et la Petite Côte secouées par un vent de 40 km/h. Le déminage en Casamance, la France en fait son affaire. Une annonce de son ambassadeur Christophe Bigot effectue une tournée dans le sud du pays. Aux dernières nouvelles, la double attaque du Burkina Faso a fait des morts, mais du côté des assaillants, bilan officiel, nous y reviendrons. C'est la fin de ce grand journal. À la technique, il y avait Vincent Diop. À la réalisation, Barthélémy Ngom, Pape Omar Diao, régisseur d'antenne. À 13h, Barthélémy Ngom. À la présentation, il y avait Binta Diallo. Restez avec la première radio du Sénégal.